pour la flèche est là, et pour avancer, vous appuyez ici vers le bas. Donc, merci de votre invitation. Actuellement, je m'occupe beaucoup, bien sûr, d'éducation thérapeutique dans le diabète et maintenant aussi dans l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Tout enfant, bien sûr, a droit à une bonne nutrition. Ça fait partie, bien sûr, des recommandations de l'OMS. Cependant, à l'échelle mondiale, beaucoup de problèmes, puisque plus de 161 millions d'enfants de moins de 5 ans en retard de croissance, et puis 41,7 millions d'enfants présentent une surcharge pondérale ou une obésité. On a vu que ces chiffres, bien sûr, étaient variables selon les pays, et ça, c'est normal. Ensuite, 36% des enfants sont exclusivement nourris au sein, ce qui n'est pas énorme. Et peu d'enfants bénéficient d'aliments de compléments sains et satisfaisants. On va revoir tout ça. Et on estime actuellement à 3 millions environ d'enfants qui décèdent avec une imputabilité à la sous-nutrition. L'importance des 2 premières années, on va y revenir souvent, parce que ça conditionne beaucoup l'avenir. Cette nutrition optimale aura pour effet de réduire, bien sûr, la morbidité et la mortalité, le risque de maladies chroniques, ce qui était le premier sujet du professeur Scheffler, et un allaitement optimal pourrait sauver chaque année, c'est une estimation de l'OMS, 800 000 enfants de moins de 5 ans, à condition qu'elles soient précoces, dans l'heure qui suit la naissance, exclusive au sein pendant 6 mois, on va souvent répéter ce message, mais poursuivie après 6 mois avec des aliments de complément adaptés jusqu'à 2 ans et au-delà. Et là, on n'est pas très bon, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais souvent, je sais qu'en France, l'allaitement est arrêté au bout de 2-3 mois en moyenne. Les messages clés, c'est le rôle dans l'apparition de pathologies chez l'enfant et l'adulte. C'est pour ça que l'allaitement maternel est recommandé. Et si elle est impossible, bien sûr, il y a des laits pour nourrissons qui sont adaptés avec des laits de suite jusqu'à 1 an. Les laits hypoallergéniques ou les formules de soja n'ont pas de place chez le nourrisson et même peuvent avoir des inconvénients. Ensuite, message important, la diversification alimentaire, actuellement, on considère que 5 mois, c'est bien. 5-6 mois, alors qu'autrefois, on avait diversifié à 3 mois, voire à 7 mois, on a écrit des tas de choses. Actuellement, il y a un consensus qui se fait vers l'âge de 5 mois. Pour ces besoins nutritionnels, beaucoup de recommandations, donc le sein, bien sûr, et les préparations lactées. Il faut savoir que la croissance est considérable, puisque le poids entre 0 et 3 ans est multiplié par 4, la taille par 2 et la masse osseuse par 4. Donc là, je vous présente un certain nombre de tableaux. On va peut-être aller vite pour ne pas les détailler. On pourra le retrouver puisque cette communication vous est accessible par votre association. Vous voyez que pour le prématuré, les besoins caloriques, c'est 130, alors qu'entre 1 an et 3 ans, on est à 90. Donc il y a une baisse considérable. Et il faudra que l'alimentation soit adaptée à ces besoins. Cette croissance, elle se fait surtout au niveau du cerveau. Vous savez qu'à 2 ans, on dit que pratiquement plus de 90% du cerveau est formé. Et le poids, on répète bien sûr que ces apports 5 calories par gramme de poids corporel entre 0 à 3 mois, et puis après, bien sûr, il y a une diminution. Les dépenses énergétiques intenses, c'est fait surtout pour la synthèse protéique de 40 calories par kilo-jour chez un nouveau-né, avec un besoin d'assurer la thermorégulation, et l'activité musculaire va intervenir au-delà de 6 mois. Cette répartition, on la retrouve pratiquement, je crois que c'est à peu près la même chez l'adulte, plus de 50% les glucides, 10-15% les protides et 30 à 35% les lipides. Là aussi un tableau un peu compliqué, mais les besoins hydriques sont considérables chez l'enfant et vous savez qu'une déshydratation, bien sûr, est rapide parce qu'il est constitué d'énormément d'eau, 80% chez le préma, 75% chez le nouveau-né, alors qu'à 1 an, il y a 60% de constitution en eau, avec un problème d'immaturité rénale qui nécessitera d'adapter les doses chez le nouveau-né ou dans les premiers jours. Les besoins protéiques, là aussi, vous voyez les variations pour un préma, surtout avec un retard de croissance intra-utérin. On est à 3,5 kg jour, alors que si on va vers 6 mois, on est à 1,5, et entre 1 an et 3 ans, on est à 1,2. Là aussi, il faudra une adaptation, bien sûr, de la nutrition. Je passe. Les besoins glucidiques, donc, qui sont apportés essentiellement par le lait.
Vous voyez des variations entre 0 et 3 mois, 10-12, 6-12 mois, 15. Le lait de femme contient 7 grammes pour 100 millilitres avec 80% de lactose, alors que les autres glucides, bien sûr, seront les composants de lait de synthèse dérivés du lait de vache. Les besoins en lipides et en acides gras, donc c'est quand même 40 à 55% de l'apport énergétique, essentiellement en triglycérides, avec 2 acides gras essentiels, et puis des acides gras autres que le DHA et d'autres lipides composés, avec des recommandations d'apport qui sont bien sûr définies. Je passe. Les besoins en calcium, ils sont considérables, puisque entre 0 et 6 mois, on est à 400 mg, avec un 1 et 3 ans à 600 mg, avec un rapport calcium-phosphore qui est 1,2 à 1,5. Le squelette contient la quasi-totalité du calcium et 80 à 85% du phosphore. Et une partie de ce calcium est mobilisable. Donc il faut couvrir bien sûr la croissance osseuse, les pertes fécales, et bien sûr ça dépend de l'imprégnation de la vitamine D, on va y revenir après. Les besoins en fer en oligo-éléments, il y a une biodisponibilité qui est variable, elle est importante pour le lait maternel, le lait de femme, alors qu'elle est beaucoup moins pour le lait de vache. Le fluor, actuellement, il n'y a plus de supplémentation systématique, ou alors si vous faudrait se trouver dans une zone carencée en eau pour le fluor. Les besoins en vitamines, alors les vitamines hydrosolubles, pratiquement, il n'y a pas de supplémentation effectuée. Il y en a suffisamment dans le lait et on ne donne plus, comme peut-être vous l'avez connu, autrefois on donnait un peu de jus d'orange à l'enfant, on n'en donne plus, ça ne sert à rien, puisque ses besoins sont couverts. Ce qui n'est pas du tout le cas des vitamines liposolubles, puisque la vitamine K est donnée à la naissance et donnée ensuite 2 mg chaque semaine si l'alimentation est au sein, jusqu'à la diversification, donc jusqu'à 5-6 mois. Alors qu'actuellement, on a changé un petit peu le protocole, puisqu'on donne 3 fois de la vitamine K. Ceci, c'est pour éviter ces maladies hémorragiques du nouveau-né. On en donne à la naissance, on en donne à 3 jours, et on en donne à la fin du premier mois. Et ça s'avère suffisant. La vitamine D, les besoins sont beaucoup plus importants que vous indiquez le docteur Monnier, puisque jusqu'à l'âge de 1 an, on donne 1000 unités par jour. Dans le lait maternel, il n'y en a pas suffisamment, donc c'est pour ça qu'il faut suppléer. Et si on donne un lait artificiel, il y a 400 unités dans le lait artificiel, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir les besoins jusqu'à l'âge de 1 an. Et on a observé encore, chez certaines personnes qui ont des régimes particuliers, ou certains médecins, même pédiatres, qui ne donnaient pas du tout de vitamine D, on a observé encore du rachitisme, ce qui est désastreux à l'heure actuelle. Ensuite, on va en redonner au moment de l'adolescence, quand la puberté débute. Et là, on donne plutôt, pour répondre à M. Monnier, on donne plutôt l'UV-dose à 100 000 unités, une fois par trimestre, 3 à 4 fois par an, pendant toute la période de croissance rapide, pour assurer la minéralisation osseuse. Le lait de femme, donc exclusif 6 premiers mois, teneur très élevée en lactose, c'est la plus basse en protéines et caséine. Et c'est important, avec une présence de cellules, bien sûr, qui assurent de l'immunité, des immunoglobulines aussi, une protection contre les infections gastro-intestinales, tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Et ça, c'est un vrai problème. Vous savez que les épidémies de gastro-entérite peuvent être redoutables à certains moments de l'année, même si on a un vaccin contre le rotavirus qui n'est pas généralisé, dont les parents ont la charge, mais c'est un vrai problème à certains moments de l'hiver, et surtout si les enfants sont en collectivité. Prévention aussi contre certaines maladies allergiques et aux intolérances aux protéines de lait de vache. Et là, c'est plus discuté parce qu'on voit des enfants qui, malgré un allaitement, font des allergies. Et là, il y a tout le problème de la nutrition aussi de la mère pendant la grossesse et d'un contexte qui peut être particulier. Le lait maternel, il faut savoir qu'il peut fournir la moitié ou plus des besoins énergétiques de l'enfant de 6 mois à 12 mois. Donc, il peut être continué, et le tiers entre 12 et 24 mois. Je ne sais pas exactement quelle est la situation au Maroc, je ne l'ai pas trouvée, mais peut-être certains la connaissent et pourront nous renseigner. Chez les mères allaitantes, on observe, alors ça c'est important, puisque c'est une prévention pour l'avenir, une amélioration de la santé, du bien-être des mères quand on les interroge, une diminution du cancer du sein et de l'ovaire, et ça c'est important, un espacement des grossesses lors d'un allaitement exclusif, qui entraîne souvent une aménorrhée,
Mais ce n'est pas une méthode parfaitement fiable. Ça a été utilisé dans certains pays où on n'avait pas d'autres moyens. Mais alors peut-être une petite blague, peut-être que ça éloigne un peu le père de donner le sein en permanence, mais je ne sais pas. Le lait maternel, chez les adultes qui ont été allaités, on observe une diminution des taux de surpoids et d'obésité. Ça, c'est intéressant. Et des meilleurs résultats aux tests d'intelligence. Alors là, les résultats sont peut-être pas complètement définis, je crois. Ça nous fait plaisir de le dire. L'allaitement pendant au moins 6 mois, donc c'est une recommandation OMS, rôle pour l'enfant dans le développement sensoriel, la vision, dans la prévention de la mort subite du nourrisson, vous savez que ça intervient quand même beaucoup, dans la prévention des affections digestives, donc on l'a déjà évoqué, mais aussi respiratoire, tout ce qui est bronchiolie du nouveau-né, du nourrisson, diminution de l'eczéma, prévention du diabète et maladies cardiovasculaires chez l'adulte, diabète de type 2 essentiellement, hypertension, cholestérol, et une prévention de l'obésité chez l'enfant. Même si l'enfant est nourri au sein et il apparaît comme un beau bébé, on s'aperçoit qu'il est moins obèse que les autres. Alors, santé de la mère, suite de couches facilitée, diminution des risques d'infection postpartum, ça c'est important, par les contractions de l'utérus. Ensuite, une perte de poids, une diminution de la masse graisseuse plus rapide. Et ça, c'est un message qu'il faut diffuser, parce que certaines femmes arrêtent l'allaitement en disant « parce que je vais rester grosse après l'accouchement ». C'est pas vrai. On sait que si elles allaitent longtemps, elles vont perdre leur surpoids et retrouver une ligne plus facilement que les autres. Pas de risque de décalcification si l'alimentation de la mère est suffisante, et parfois il faut suppléer avec du calcium et de la vitamine D. Diminution du risque de cancer, on l'a évoqué, et surtout des avantages psycho-affectifs, puisqu'il y a un attachement qui se crée par le biais de l'ocytocine. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce que vous savez qu'il y a des enfants qui parfois peuvent être maltraités, qui peuvent être abandonnés, et c'est vrai que si l'attachement intervient, c'est quand même très important pour l'avenir. Je passe vite pour l'alcool, le tabac, le VIH. Vous savez que dans les pays en difficulté, où il y a beaucoup de maladies type sida, on préfère donner le sein, alors qu'on sait que le virus passe dans le lait maternel, mais dans les pays évolués, on préfère ne pas donner le sein parce qu'il y a ce risque, bien que maintenant, avec les trithérapies, le passage de virus est nettement diminué. Comment améliorer l'allaitement ? Alors, il faut convaincre l'entourage familial, et souvent, le rôle des grands-mères est très important. L'information du père dans les préparations à l'accouchement, un travail et une disponibilité maternelle, ça c'est important, ce qui suppose une politique qui propose une prolongation des congés de maternité et augmente les prestations versées. Et là, c'est une négociation de chaque pays et c'est une recommandation de l'Organisation internationale du travail. Ensuite, vous savez qu'il y a des recommandations par l'OMS, des hôpitaux qui deviennent des amis des bébés avec des préconisations, c'est-à-dire que l'enfant est placé contre la peau de la mère immédiatement après la naissance et on met en place l'allaitement au sein dans l'heure qui suit la naissance. Ensuite, on encourage l'allaitement à la demande et ça, c'est quand même un principe très très beau parce que l'enfant a faim, on lui donne le sein. Et on va essayer après de reproduire, même avec le biberon, que l'enfant puisse manger à sa demande. On laisse les mères et les bébés 24 heures sur 24. Moi, j'ai connu, on mettait le bébé à part dans la nurserie pour que la maman puisse dormir. Eh bien non, on fait le contraire maintenant. On laisse le bébé toujours à côté de la maman. On ne donne pas au bébé à manger ou à boire autre chose que du lait maternel, même pas d'eau, sauf s'il y a une recommandation médicale, c'est-à-dire si c'est un enfant de petit poids ou prématuré qui a des besoins différents. Le rôle du personnel de santé, bien sûr, il faut une formation des médecins généralistes, et ça c'est important, des messages que vous diffusez à votre clientèle, des obstétriciens, parce que parfois c'est plus facile de donner un biberon que de mettre un enfant au sein, des pédiatres, des sages-femmes, des puéricultrices, avec dans chaque maternité la formation de référents à lactation qui va assurer des consultations de lactation et des référents en allaitement pour motiver les équipes et surtout avoir un message uniforme par rapport aux mamans. Parce que souvent, dans les maternités, on n'a pas réfléchi là-dessus, les gens disent des choses discordantes, la maman est perdue, surtout qu'elle peut être un petit peu en phase dépressive après l'accouchement, donc l'allaitement ne se fait pas. C'est plus facile d'arrêter un allaitement que de le mettre en place. Donc il faut quand même une organisation, une volonté pour que les choses se passent très bien. Donc il y a une charte, vous voyez, avec 10 recommandations sur le site de l'UNICEF, je passe. Et au total, l'allaitement maternel, c'est l'aliment de référence, jusqu'à 6 mois,
Alors en son absence, bien sûr, il y a des laits de nourrisson qui sont préparés en s'approchant de l'allaitement maternel, et surtout, il y a une diversification précoce avec un passage au lait de vache qui, s'il existe, bien sûr, peut exposer à des carences en acides gras, en oligoéléments, en vitamines, et surtout, il y a des apports trop importants en protéines et en sodium et en saccharose. Les besoins, c'est 500 ml par jour d'apport lacté, avec toujours, ce qu'on a dit, une supplémentation en vitamine D. Alors les préparations pour nourrissons, je vais peut-être aller un petit peu plus vite, il y a des textes qui les définissent, alors qu'il y a beaucoup de marques de lait qui se battent pour vendre leur lait en disant que c'est les meilleurs, en ajoutant des petites formules, mais en fait, selon la formule de la disposition légale, pratiquement, ils ont tous la même composition, avec des lipides qui sont définis, des sels minéraux, donc l'enrichissement obligatoire de 400 unités par litre, et des additifs qui sont autorisés, comme les TCM, la taurine, la carnitine, ce qui ne change pas énormément de choses. Problème des prébiotiques et des probiotiques, en sachant que les probiotiques, il faudrait les apporter tout le temps pour qu'ils restent dans l'intestin. Et là, on a l'impression qu'il y a eu des choses écrites, c'est intéressant, mais il n'y a pas d'accord uniforme pour enrichir tous les laits comme ça. Le relais, bien sûr, ça va remplacer les laits de premier âge avec un taux de protéines, un enrichissement en acides aminés, en DHA, un sucrage mixte par rapport au lactose avec la dextrine maltose. Et puis, il y a des laits qui sont un petit peu différents par rapport aux régurgitations. C'est des laits qui sont épaissis puisqu'on commence toujours par l'alimentation et pas par les médicaments quand il y a de la régurgitation. Donc on épaissit le lait avec de la caroube, des fractions glucidiques d'amidon, de riz, ou alors même du maïs. Et puis il y a des laits qui sont dits confort parce qu'ils sont riches en lactose pour des enfants qui sont un petit peu constipés. Et puis il y a aussi des laits anti-régurgitation qui sont définis dans le reflux gastro-entéraux du nourrisson. Des appellations transit, des laits satiétés, je passe parce que c'est vraiment très particulier. Le lait de soja, il est dépourvu de lactose et c'est remplacé par de la dextrine maltose. Il y a un problème, c'est qu'il y a des phytoestrogènes et aussi, surtout, il y a un tiers des enfants allergiques au lait de vache qui le sont aussi au soja. Donc on préfère actuellement utiliser, si vraiment il y avait un problème, des protéines de riz hydrolysées. Les hydrolysats de protéines, bien sûr, c'est en cas d'allergie aux protéines de lait de vache. Ce sont des laits spéciaux qui sont onéreux, donc il faut les mettre, bien sûr, dans les bonnes indications. C'est le prégestimil, le nitramigène, le galliagène, et ils sont dépourvus en général en lactose et riches en triglycérides en chaîne moyenne. Les indications, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache. Ensuite, bien sûr, ça peut intervenir dans les 3 premiers mois, quand il y a une diarrhée. On a intérêt peut-être pendant 3 semaines, 1 mois, à utiliser un lait comme ça, avant de reprendre le lait normal. Et puis il y a des pathologies digestives sévères, la mucoviscidose, par exemple, où on utilise ces laits-là. Et d'ailleurs, dans la mucoviscidose, c'est aussi une indication de suppléer en vitamines, en grosse dose, parce qu'il y a une malabsorption chronique. Voilà. Ensuite, on peut utiliser, quand cela ne marche pas, des mélanges d'acides aminés, c'est le Dutramigène AA, le Néo4, qui est un lait qui est très cher, mais qui donne vraiment de très bons résultats quand il y a une intolérance très importante. Les laits pour prématurés, ils sont augmentés en protéines, ce qu'on a vu au début, ils sont plus caloriques, il y a une optimisation de l'apport en lipides, il y a une teneur réduite en lactose, et puis c'est enrichi en fer, phosphore, acide folique, vitamine E et vitamine K, et on va le donner jusqu'à un poids de 3 kg. Les laits de croissance, il n'y a pas de réglementation, mais c'est bien de les donner jusqu'à au moins 1 an, et si on peut, parce qu'ils sont quand même plus chers que les autres, au moins jusqu'à 3 ans. Mais on peut donner très bien un lait demi-écrémé du commerce après l'âge de 1 an, puisque le lait va représenter 500 ml par jour, et c'est les autres aliments qui vont compléter ces calories et ces apports. Alors quelques règles, je passe vite parce que toutes les mamans connaissent ça. Comment on prépare ces biberons? Alors j'insiste un petit peu, c'est sur l'utilisation de l'eau. Une eau minérale, si elle est très minéralisée, il ne faut pas l'utiliser. De l'eau en bouteille, c'est peut-être mieux, mais c'est cher. Donc on peut très bien utiliser une eau du robinet, si elle est sûre, éventuellement la faire bouillir. Et moi j'ai travaillé, par exemple,
pays d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, où les gens n'avaient pas toujours toutes les ressources pour nourrir leur enfant, et je préférais qu'ils achètent du lait plutôt qu'ils achètent de l'eau, surtout pour la petite anecdote, l'eau en bouteille passait pratiquement 2 mois dans les bateaux, et j'avais fait analyser l'eau en bouteille, on s'est aperçu qu'elle avait des germes, la belle eau d'Évian, elle était contaminée, donc il valait mieux quand même l'eau du robinet qu'on faisait bouillir, c'était plus sûr que d'utiliser des lots en bouteille. Voilà comment on prépare le lait, bien sûr. Les quantités, vous voyez qu'entre le premier jour et puis la 2e semaine, on augmente progressivement les doses, avec toujours un apport de vitamine D. L'âge de la diversification, donc elle a été discutée. L'optique, c'est quand même la prévention de l'allergie, et il semble qu'il y ait une fenêtre d'opportunité entre 4 et 6 mois. Et actuellement, le consensus, c'est 5-6 mois pour diversifier. Il n'y a pas de restriction. On utilise bien sûr les protéines qui sont riches en fer et en acides gras, comme l'œuf, les poissons gras, le gluten qu'on peut utiliser à partir de l'âge de 5 mois. Et il semble pour le gluten qu'il ne faut pas l'introduire trop tard, ni trop tôt, ni trop tard, parce qu'on peut avoir des intolérances au gluten à ce moment-là. C'est la prévention, bien sûr, de la maladie cœliaque, peut-être du diabète de type 1, ça, c'est pas encore vérifié, mais la maladie cœliaque, c'est sûr. Ensuite, quand on introduit un aliment nouveau, la règle, c'est toujours 1 par 1 et tous les 2-3 jours, pour savoir si l'enfant le tolère, et puis pour lui apprendre la texture, le goût, les couleurs, ce qui est très intéressant. Des aliments redoutables, la cacahuète, bien sûr, après 3 ans, parce qu'il y a des risques d'allergie et d'inhalation, les fromages non pasteurisés après 3 ans, le miel après 1 an, à cause du risque de botulisme. L'allaitement maternel, donc, c'est l'idéal. Alors j'ai trouvé cette affiche, j'ai vu qu'au Maroc aussi, il y avait des campagnes pour donner le sein et que ça faisait partie probablement des objectifs de santé publique. L'alimentation chez l'enfant, maintenant chez l'enfant plus grand, là je n'ai pas voulu mettre de règles générales, parce que vous savez qu'un enfant a un appétit différent, il a une corpulence différente d'un enfant à l'autre, et puis il y a des cultures, il y a des façon de nourrir son enfant qui est différente. L'important, c'est quand même, c'est toujours une relation avec l'adulte, le plus souvent avec sa mère, et c'est l'objet de liens affectifs qui se créent avec l'enfant. C'est l'objet d'apprentissage éducatif sur le goût, l'odeur, la texture, la couleur, la température des aliments. Ensuite, c'est une démarche d'autonomisation de l'enfant. Il va apprendre à manger seul, avec sa main ou avec des couverts, et ça, c'est important. Et c'est un début de socialisation, puisqu'il va manger avec ses frères et sœurs, puis peut-être en collectivité quand il va en crèche, puis ensuite peut-être en classe de maternelle. Et cette diversité de l'alimentation, c'est un moyen d'utiliser et d'introduire cette notion de culture et des traditions. Et c'est important d'apprendre à l'enfant à manger des légumes, avec des goûts différents, et selon les pays, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes légumes. C'est adapté aux ressources économiques. C'est vrai que si on est en ville, on a tout, et si on est dans une campagne isolée, ou peut-être à certaines saisons, on a beaucoup moins de légumes, c'est différent. Et une chose très importante que l'on retrouve, et c'est valable à tout âge, c'est qu'il y a une influence socio-économique très importante actuellement dans la survenue de l'obésité. Et ça, on le retrouve tout le temps, et dans les pays riches aussi. Il semble que l'obésité actuellement touche surtout des gens qui sont plus pauvres et qui ont moins de moyens culturels. Intervient beaucoup chez l'enfant, ce sont les médias, la publicité. Vous savez que les enfants regardent beaucoup la télé, certains beaucoup trop, ou les tablettes, et malgré des messages parfois du PNNS qui indiquent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour et qu'il ne faut pas trop de sucre et pas trop de sel, il y a des messages subliminaux où on les incite à manger de plus en plus de sucre, des boissons sucrées, des aliments qui sont vite pris ou une nutrition qui soit rapide. Donc il y a des contre-messages tout le temps pour alimenter l'enfant. Et ça, c'est très difficile. Et puis il y a une influence des difficultés psychosociales. Et le docteur Ziegler l'a bien mis en évidence dans l'obésité parce qu'il y a vraiment d'autres constantes quand on voit un enfant qui se nourrit très mal. Oh là là. Donc c'est un bel enfant, vous voyez qu'il en faut partout, mais c'est très bien. C'est comme ça qu'on se nourrit. Alors que mange-t-on? Alors une petite réflexion sur l'alimentation. Des nutriments, bien sûr, c'est les lipides protides,
ça se combine pour faire des aliments, et l'aliment est mangé. C'est-à-dire qu'on ne mange pas n'importe quoi, on apprend à manger certains aliments. Le plus souvent, ces aliments sont cuisinés. Et ça, c'est important parce qu'on ne présente pas à l'enfant n'importe quel aliment. Alors, si vous voulez lui faire manger des légumes verts, il vaut mieux qu'ils soient cuisinés, peut-être avec des choses qu'il aime bien, une sauce béchamel ou peut-être un petit peu d'huile, un peu de beurre. Donc cet aliment, il va être différent pour lui, il va falloir qu'il apprenne. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment? C'est ce qu'on mange, c'est ce que nous mangeons, et c'est un choix parmi un ensemble de produits comestibles. Il y a certaines règles, donc l'enfant va devoir apprendre. Donc c'est l'éducation, bien sûr. Et cette particularité d'un aliment, puisqu'il est mangé, avalé, il est accepté par l'enfant. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont difficiles. On n'introduit pas n'importe quel aliment pour tous les enfants. Donc il faut une acceptation, il faut vaincre une crainte initiale. Donc cet apprentissage va se faire. Existe-t-il un cadre général de l'apprentissage? On sait que cet acte alimentaire, il y a un héritage biologique, bien sûr, puisque l'homme c'est un omnivore qui doit manger de tout. Ce n'est pas un herbivore, par exemple, malgré certains qui voudraient devenir herbivores. Et il a un héritage culturel où c'est intégralement appris. Donc il comprend des connaissances, mais aussi des croyances, des us et coutumes de chaque groupe humain. Et ceci est transmis avec des conduites éducatives. C'est mis en place par l'adulte à l'égard des enfants. Et puis, je rappelle, bien sûr, cet acte alimentaire, il s'inscrit toujours dans une relation avec autrui. Et si cette relation est mauvaise, on pourra avoir, bien sûr, des conduites qui vont être difficiles plus tard. Alors, comment on apprend à manger? Bien sûr, c'est selon la maturité de l'enfant, selon son âge, bien sûr. On lui dit, ça c'est possible, là c'est interdit. Il y a aussi un apprentissage de la faim et de la satiété, du plaisir physique, affectif, et un apprentissage souvent par imitation et intégration dans un groupe. Ceci, ça aboutit à des choix alimentaires qui dépendent bien sûr de données biologiques ou physiologiques, mais surtout des spécificités sensorielles des aliments. Donc c'est là il va éprouver du plaisir. Et tout à l'heure, on a vu cette notion d'arôme, cette notion de goût. Et ça, c'est important dès la petite enfance. Mais aussi des connaissances, puisqu'on sait ce qui est bon et peut-être ce qui est moins bon pour lui, mais des attitudes et des croyances à leur égard. Et ça se manifeste très tôt dans la petite enfance. Donc il y a un aspect logique, cognitif, mais aussi affectif, avec parfois des phénomènes de pensée magique pour dire que ça c'est bon et c'est pas bon. Donc comment on va éduquer cet enfant? Ça se fait surtout, bien sûr, par l'observation. L'enfant, il imite énormément l'adulte ou les autres enfants. Il y a des modèles qui sont offerts, on imite quelqu'un, bien sûr c'est les parents, l'adulte, les pères, un enseignant, pour faire comme lui, pour lui ressembler, pour grandir. L'individu auquel on s'adresse, bien sûr selon son âge, il a des aptitudes motrices, intellectuelles et affectives très différentes, donc il faudra s'adapter à ça. Et on verra qu'il y a une particularité de la puberté, de l'adolescence, par rapport à cette alimentation. L'éducation alimentaire, pourquoi? Donc on a dit, en grande partie, cet apprentissage se fait de façon implicite. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'intervention. S'il y a une famille structurée, si on prend du temps pour manger, si le moment du repas est un lieu qui est agréable, où il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas la télé, l'enfant ne mange pas tout seul dans son coin, ça c'est très important. Et il y a une approche explicite qui implique d'avoir des objectifs éducatifs avec des modalités pédagogiques. Objectifs éducatifs, bien sûr, c'est des connaissances, c'est le patrimoine culturel, c'est la santé, parce qu'on sait qu'il y a des aliments qui sont bons pour lui, qui le sont moins bien pour d'autres, et cette notion de plaisir. Des modalités pédagogiques, la connaissance seule est très peu efficace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un enfant, même à l'âge où il peut comprendre les choses, si tu ne manges pas bien, tu auras de l'athérosclérose, tu vas devenir diabétique, tu seras obèse, il ne comprend rien. Il vit dans le présent, ça ne sert à rien ce type de message. Donc il faut une adhésion affective et hédonique, que l'enfant trouve un bénéfice immédiat dans cette alimentation. Ensuite, les contraintes, c'est à proscrire parce que vraiment c'est source de conflits et quand ça se passe avec les parents, on peut avoir vraiment des attitudes d'opposition qui peuvent être difficiles avec des comportements alimentaires qui peuvent être déviants. Donc peu d'efficacité des menaces sur la santé de l'enfant et toujours bien sûr s'inscrire dans un contexte social particulier. Alors je vous ai mis des tableaux, vous voyez que c'est à quel âge on introduit les différents aliments. Donc là je passe parce que vous pouvez le retrouver un petit peu partout, de 0 jusqu'à 3 ans. Et ensuite,
Et puis vous parlez du PNNS, ça a été évoqué tout à l'heure dans un exposé. Le but, bien sûr, du PNNS, c'est de réduire l'obésité dans une population, d'augmenter l'activité physique, améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels et lutter contre les pathologies nutritionnelles. Alors on peut dire, mais est-ce que l'alimentation, c'est un rôle médical ? Est-ce que c'est aux médecins de s'en occuper tout le temps? Pas toujours, hein, parce que c'est quand même une organisation sociale de la ville. Quand on voit les parcours de santé, ou quand on voit, par exemple, j'ai vu que la ville de Strasbourg s'implique énormément pour lutter contre l'obésité chez les enfants. Ils l'ont généralisé à toute la ville. Donc il y a un travail, il y a une réflexion qui ne dépend pas uniquement des médecins. Donc il faut s'inscrire, il faut travailler avec d'autres personnes si on veut améliorer les choses. Quelques schémas, ce sont des images que j'ai prises sur les documents de la JD parce qu'ils savent parler aux enfants, ils ont des illustrations. Donc on apporte de l'énergie, on apporte tous les aliments, donc on apprend à l'enfant, quand on fait son éducation, les féculents, les légumes, les fruits, les produits laitiers, viande, poisson, œufs, les graisses, les produits sucrés, l'eau et les besoins sucrés à éviter. Les boissons sucrées que l'on évitera. Les besoins nutritionnels des enfants et des ados, ils doivent couvrir l'énergie et surtout la croissance. Entre 4 et 17 ans, on va passer de 1700 à 2500 calories avec des apports quotidiens où on retrouve à peu près les mêmes équilibres entre les nutriments. Un tableau, vous voyez que chez un garçon, on va de 934 calories à l'âge de 2 ans et à 17-18 ans, on est à 3396 calories. Donc il va falloir s'adapter, bien sûr, à chaque enfant. Chez les filles, c'est un peu moindre. On passe de 864 calories jusqu'à 2500 calories. Quelques repères alimentaires, et ça c'est important, ce sont des messages que l'on peut diffuser à tout le monde. Un produit lacté à chaque repas, avec des équivalences selon, bien sûr, le lait. Chez les filles, les jeunes filles, il faut des apports vraiment suffisants en calcium pour prévenir plus tard le risque d'ostéoporose. Il faut savoir que le pic de masse osseuse est atteint à l'âge de 20 ans. Donc le lait, les produits laitiers, bien sûr, sont les meilleures sources actuellement de calcium, mais il y a aussi des produits végétaux comme les amandes ou d'autres produits. À l'adolescence, des besoins spécifiques. Alors spécifiques, bien sûr, c'est les protéines, les vitamines, les minéraux qui augmentent, les calories. Et quand on fait les sorties, si vous regardez un petit peu comment s'alimentent certaines adolescentes en sortie d'un collège ou d'un lycée, on est effaré parce qu'il y a d'autres problèmes de comportement et c'est souvent une période où ils s'alimentent mal. Une période de croissance rapide, l'adolescence et la puberté surtout, puisque en 5 ans le poids va doubler, la taille qui était de 4-5 cm par an passe à 8 à 10 cm pendant toute la période pubertaire. Donc une transformation du corps qui est très rapide, sous l'influence des hormones sexuelles, et surtout chez la fille, des rondeurs féminines qui sont souvent très mal acceptées. C'est très violent cette transformation. Donc ça peut entraîner des comportements, le souci de la minceur, une image de soi qui est dévalorisée et des désordres alimentaires qui ont été évoqués. Mais ce que l'on redoute le plus, bien sûr, c'est l'anorexie et parfois les phénomènes boulimiques. Des tableaux sur les apports recommandés en calcium. Je passe vite, vous voyez qu'entre 0 et 6 mois, on est à 400, entre 13 et 19 ans, on est à 1200 mg par jour. Des apports conseillés en fer et en zinc, et là c'est important, vous voyez qu'ils sont différents chez le garçon et chez la fille, puisque chez la fille, entre 14 et 18 ans, il lui faut 16 mg de fer par jour, donc il va falloir les trouver dans son alimentation. Des tableaux sur les produits laitiers. 1 minute, vous êtes dur avec moi, hein? Bon. Bon, le calcium, la vitamine D, c'est indispensable, on va la trouver. Bon, déjà, on l'a évoqué, donc je passe. Où trouver du fer? Bien sûr, la viande, le boudin, le foie, le poisson, les légumes secs, il faut insister là-dessus. Ensuite, une portion de protéines animales par jour, viande, poisson, œuf. Certains disent 2 fois par jour, je pense 1 fois par jour, c'est largement suffisant. Et on recommande 10 grammes, poisson, viande, œuf, par année, plus 10 grammes. Pour les portions de fruits et de légumes, donc 5 par jour, c'est ce qu'on disait, 5 fruits et légumes, quelle que soit leur présentation, une portion équivaut à peu près à 80 grammes de fruits ou de légumes. Donc avec des équivalents en quantité d'assiettes. Des féculents à chaque repas. Généralement, on n'a pas de problème pour faire prendre ces féculents, sauf chez la fille parfois. On limite le sucre sans le diaboliser. Le sucre doit être un aliment festif qu'il faut réserver aux grandes occasions.
mais il ne faut pas du tout le diaboliser parce que sinon on va avoir une démarche inverse. Et je pense qu'il ne faut pas habituer les enfants au goût sucré. Plus on les habitue au goût sucré, plus ils vont en redemander. Il y a quand même un phénomène d'habitude, pas d'addiction, mais pas loin, par rapport au sucre. Avec les boissons sucrées, on a des difficultés, et peut-être les édulcorants. Je sais que moi, j'hésite pas chez les enfants diabétiques, leur dire tu prends des boissons light, il n'y a pas de problème. Je crois que plutôt que de prendre des boissons sucrées, sinon on n'y arrive pas. Donc la famille des féculents, c'est un petit détail. Je passe un petit peu, parce que M. Razak me tanne un peu, comme le cuir. Donner à boire de l'eau. Voilà, l'eau, vraiment, c'est important. C'est la seule boisson nécessaire, donc sans injection de sucre, et pas sous forme de jus de fruits ou de sirop. Ensuite, il faut répartir ses besoins en 3 repas et un goûter. Et ça, c'est important. On ne mange pas tout le temps, on ne grignote pas, on n'ouvre pas le réfrigérateur à toute occasion. L'équilibre alimentaire, oui, ça, ce sont des images pour expliquer à l'enfant tout ce qu'il doit prendre. Je passe, c'est une illustration. Et toujours, on lui apprend avec les 5 doigts de la main. Vous voyez que le premier, c'est les légumes, les fruits. Le deuxième, c'est la viande, poisson, œuf. Troisième, les féculents. Quatrième, c'est le fromage et le laitage. Cinquième, c'est les fruits. Et la paume, c'est l'eau. Donc, le repas de midi et du soir doit être équilibré avec ces 5 aliments. On répartit 3 repas et un goûter. Le goûter peut prendre une place importante. Les enfants qui mangent à la cantine, parfois mangent très peu. Et quand ils rentrent le soir ou dans l'après-midi, il faut leur apprendre à faire un goûter équilibré. Et une difficulté qu'on va voir, c'est le petit déjeuner qui souvent est pris à toute allure, où l'enfant parfois ne mange pas du tout, ne boit pas toujours. Et ça, c'est embêtant parce qu'il peut rester à jeun entre le repas du soir et le repas de midi, ce qui fait quand même un espacement important. Et ça peut induire, comme d'ailleurs les troubles du sommeil, on ne l'a pas évoqué, ce comportement de sauter des repas peut favoriser l'obésité. Donc c'est un vrai repas et il faut essayer de l'équilibrer. Le déjeuner et le dîner, vous voyez qu'on l'équilibre avec cette main qui indique les différents aliments. On prend son temps pour manger, on ne mange pas dans le bruit, et les cantines c'est un vrai problème. On mange avec ses parents et on fait comprendre à l'enfant que le repas c'est un lieu d'échange, ce n'est pas un lieu que pour manger, c'est là où on prend du plaisir. Mais j'ai vu des familles, surtout à La Réunion, où le matin on allumait la télé, l'enfant mangeait ce qu'il voulait, tout seul, et c'était l'objet, bien sûr, souvent ça favorisait l'obésité très rapidement, parce que l'enfant n'a même pas l'occasion d'éprouver la satiété. Il remplit son ventre et il grignote tout le temps avec des choses caloriques et sucrées le plus souvent. Le goûter, vous voyez, c'est important que s'il a mal mangé, il puisse y avoir des fruits, des féculents, produits lactés, pour équilibrer si le repas de midi était défaillant. Alors, beaucoup de mauvaises habitudes. Vous voyez, sauter un repas, manger vite, manger debout, manger n'importe quand devant le réfrigérateur, manger dans le bruit, manger devant la télé, grignoter, et ensuite se contenter bien sûr de bonbons, de friandises, et consommer des boissons sucrées. Les erreurs à éviter, trop de calories, trop d'aliments gras, pas assez de féculents, trop d'aliments protéiques, trop de produits sucrés, pas assez de fruits et légumes, trop de sel, pas assez d'eau, et des produits particuliers. On surveille le développement, le calcul de l'IMC, le BMI, et on reporte bien sûr sur les courbes garçons et filles pour savoir où se trouve l'enfant par rapport à son obésité. Je passe vite si on veut prévenir les risques d'allergie. S'il y a un terrain familial, il y a des conduites à tenir. Vous aurez tous ces tableaux dans le document. Comment savoir si la fille est anorexique? Il faut savoir repérer les signes, et je pense que c'est très important. Il y a un certain nombre de comportements qui peuvent indiquer l'anorexie, puisque la jeune fille, généralement, va se cacher au tout début. Et souvent, on a vu des enfants arriver en anorexie, ça faisait 6 mois, 1 an, et les parents l'avaient ignoré, parfois même le médecin, parce que l'enfant se débrouillait toujours pour expliquer qu'elle avait une raison de maigrir et qu'elle se trouvait très très bien comme ça. Comment aider son enfant à bien reconnaître son appétit? Donc, des repas à heure réguliers. Servez-lui des petites quantités avec une petite assiette. Ce n'est pas la peine de mettre une très grande assiette. Il va manger lentement, pas le forcer à finir. Il y a des enfants qui ont des petits appétits, il faut le respecter. Et pas du tout essayer de remplir l'enfant. Et là, souvent, l'enfant qui est rempli par quelqu'un de la famille, souvent c'est la maman, ça traduit une mauvaise relation et c'est embêtant.
Voilà, alors la dernière diapo, ou l'avant-dernière, un petit message, parce que c'est une campagne qui a lieu depuis 5 ans en France pour sensibiliser les professionnels de santé, les pharmaciens, les médecins, mais aussi les écoles et même le grand public, pour que s'il y a des signes de diabète, on aille tout de suite à l'hôpital et que les enfants n'arrivent pas en acidocétose, et pour éviter 1 ou 2 décès en France chaque année d'enfants qui arrivent en cétose grave et que l'on ne peut pas récupérer. Voilà, j'ai fini, je m'excuse d'avoir été un peu long. Je vous ai mis une image de René Magritte qui expose actuellement à Paris et c'est magnifique puisque c'est une ouverture sur l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Non, je ne prendrai pas de... Merci beaucoup, monsieur Thévenoud. C'est vrai que c'est un peu le marathon, hein, c'est que la nutrition, c'est... Tout le monde est concerné. On va laisser une petite plage pour les questions. Il m'appartenait de conclure en faisant un topo sur quel modèle alimentaire optimal. Alors je vais faire une petite synthèse, je ne vais pas vous passer de diapositive. Vous savez que les modèles alimentaires préférés en termes de santé, pour éviter les maladies chroniques, parce que c'est ça l'objectif finalement, c'est... Non, je ne fais pas de diapo. Bon, laissez le titre, il est joli, mais... les études épidémiologiques ont fléché un certain nombre de modèles alimentaires. Il existe 36 modèles alimentaires à travers le monde. Et le modèle alimentaire émergent, tu l'as cité, je crois que c'est toi que c'était Prédimed, le modèle alimentaire émergent dans nos sociétés, c'est évidemment le régime méditerranéen. Alors il est évident que les Scandinaves ont un régime nordique qui peut être tout à fait favorable. Okinawa, je sais plus, je crois que c'est toi qui l'as cité, c'est également un régime tout à fait favorable. Et donc il faut prendre des régimes qui sont propres à sa culture, M. Thévenoud l'a dit. Il faut des régimes qui soient cohérents par rapport à la disponibilité alimentaire, par rapport aux croyances également, quitte à informer les gens d'un deuxième temps. Et pour nous, Européens, pour vous, Africains du Nord, il est évident que le modèle qui s'impose de façon à peu près évidente, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Alors c'est quoi? C'est la diversité alimentaire, c'est manger de tout, pas d'interdit extraordinaire, pas d'exclusif, avoir une alimentation structurée. Un exemple simple, par exemple, les Américains sont notoirement plus gros que les Européens occidentaux. Et pourtant, quand on fait le décompte des calories, c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qui les distingue? C'est la façon de se tenir à table. C'est la façon d'avoir des snacks en permanence, de manger de façon tout à fait erratique au cours de la journée. Mais le calcul calorique est à peu près le même pour le petit français et pour l'américain moyen. Donc ce qui compte également, c'est la façon de se tenir à table. Et pour ça, il faut passer à table. Comme vous l'avez dit, il y a un aspect convivial, il y a un aspect de sociabilité. Et ça intervient grandement dans ces modèles alimentaires. Ce qui fait que diversification des aliments, et pas seulement de l'âge auquel on fait la diversification chez les pédiatres, mais diversification d'aliments, structuration de l'aliment, des repas, et puis ensuite quelques grands guidelines. Le premier, c'est, et je crois qu'Olivier l'a dit, c'est de réduire la densité énergétique, c'est-à-dire manger des aliments qui ne sont pas forcément gras et sucrés, augmenter la densité nutritionnelle, c'est-à-dire consommer beaucoup plus de fruits et légumes que ce qu'on fait couramment, maintenir la notion de plaisir et avoir des règles de tenue à table, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de manger en continu, il ne s'agit pas de se remplir, il s'agit d'avoir un timing qui finalement est assez... Le modèle du repas français, alors c'est pas un repas méditerranéen du tout, mais le repas du modèle français dans sa mise en scène est plutôt assez bon. Ça maintient le plaisir, c'est diversifié, c'est structuré. Par contre, le choix des aliments, lui, prête à se pose des problèmes dans la mesure où justement l'alimentation est beaucoup trop dense sur le plan énergétique, on mange beaucoup trop de viande et on ne mange pas assez de fruits et légumes. Alors, il y a 36 régimes qui ont été proposés, je pense notamment actuellement à la mode des régimes végétariens. Alors c'est sûr que les régimes végétariens sont associés à une diminution des maladies cardiovasculaires, à une diminution du diabète, de l'obésité, mais c'est vrai, et des cancers, mais c'est vrai aussi que les végétariens, notamment les communautés végétariennes, je pense aux adventistes du 7e jour par exemple, sont des gens qui ont une vie particulièrement saine par ailleurs. Ils bougent beaucoup plus que la moyenne des Américains, ils ne fument pas, ils ne boivent pratiquement pas d'alcool,
et ils ont une vie justement qui est, comme on dit, globalement saine, c'est-à-dire avec des repas structurés, avec une consommation par destination importante en fruits et légumes, et très faible, ils mangent un peu de viande, très faible en viande. Donc le régime végétarien est certainement un régime qui peut se discuter, mais qui n'a pas de sens pour un homme ou une femme qui par essence est omnivore. Il n'y a aucune raison de ne pas consommer du tout d'aliments d'origine animale. Par contre, il faut certainement consommer moins, notamment des aliments carnés, que ce que l'on fait habituellement. Il y a d'autres régimes d'exclusion qui n'ont aucun sens, hein, ce qu'on appelle les régimes sans, qui sont très à la mode aujourd'hui. Sans gluten, on en a parlé, sans lait, sans caséine ou sans lait, enfin, c'est des régimes complètement stupides. Et je crois vraiment que la base, le pilier de l'alimentation santé, qui est capable de prévenir les maladies chroniques, c'est aujourd'hui, et pour nous en particulier, le modèle du régime méditerranéen. Alors, je crois que c'était une journée un peu marathon, hein, l'itinéraire était long. Est-ce qu'il y a maintenant des questions? Il y a place pour quelques questions. Les conférenciers sont tous là, ils sont avides de vos questions, ils vont vous proposer des tas de réponses. Oui, monsieur. Alors, il faut parler fort, hein, parce que... Oui, on a parlé de la nutrition, oui. On n'a pas parlé des OGM, mais les OGM, c'est un épiphénomène, les OGM. Que vous en mangez ou pas, ça ne change strictement rien sur le plan de la santé. Les OGM, c'est un problème écologique. C'est un problème politique, mais ce n'est pas un problème de santé. Vous pouvez en manger tant que vous voulez. Oui, oui. Mais... Bonjour, je remercie les organisateurs du 3e congrès de l'ADN et je les félicite d'avoir choisi un très très grand thème avec de très grands orateurs que nous connaissons tous et dont nous sommes fiers d'assister à leur conférence. Ma question est, toutes les études portent sur les hypertriglycéridémies. Qu'en est-il du taux d'hypotriglycéridémie? C'est-à-dire des taux à 0,3. Qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, c'est inférieur à 1,50, mais on peut avoir des patients qui ont des taux de glycéride qui ont à 0,24, 0,3. Merci. À ma connaissance, réponse courte, il n'y a pas de pathologie. Il y a des bêta-lipoprotéinémies, mais à ce moment-là, c'est le LDL cholestérol qui est bas. Hein. C'est plutôt un syndrome de longévité. Il y a quelques très rares maladies dans lesquelles on a un taux bas de LDL et de HDL, mais ça c'est autre chose, c'est la maladie de Tanger. Mais pour les triglycérides, il n'y a pas de problème. Même pour les enfants. Alors j'ai deux questions. Alors la première, en cas d'hypercholestérolémie, notamment des LDL, et lorsqu'on sait que avec le moyen diététique, on ne va pas atteindre l'objectif, est-ce qu'on passe directement aux statines ou on attend et puis d'abord les moyens diététiques et puis après on passe aux statines. Alors la deuxième question, est-ce qu'il y a des indications, une supplémentation en vitamine D sans faire de dosage? Merci. La première question, ça concernait l'adulte ou l'enfant? L'adulte. On prend toujours les mesures diététiques et sur l'activité physique d'abord, parce que pour des raisons pédagogiques, c'est important. De plus, ces mesures diététiques, elles ne visent pas exclusivement le LDL cholestérol, elles visent aussi l'ensemble des facteurs de risque. Donc on commence toujours, et en France, on dit au moins 6 mois de mesures. Ensuite, ça va dépendre du risque, naturellement du niveau de risque. Si le risque est très élevé, à ce moment-là, on va intervenir avec un médicament, d'autant plus rapidement, et ce médicament de première intention, en général, c'est une statine. Bonjour.